Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Téléchat si vous venez de nous joindre. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de vous amener à la découverte d'un nouvel auteur. Il s'appelle Moussa Hijab Hassan. Il a écrit un livre un peu hors du commun, l'évolution dynamique de la douane au Tchad. Le livre est paru aux éditions SAO en 2020 ici. Bonjour Monsieur Moussa. Bonjour Monsieur Josué. Voilà. Vous êtes nanti d'un diplôme d'études supérieures d'inspecteur des douanes de l'Institut de l'économie et des finances, pôle régional des régies financières de l'Afrique centrale de Libreville, au Gabon. Vous avez suivi également des formations supérieures en RDC, en sciences commerciales, option gestion douanière, et en sciences économiques appliquées, option commerce extérieur. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité au sein donc, de l'administration des douanes au Tchad, et vous êtes informateur dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur de la place dont l'École nationale d'administration et autres. Nous sommes contents de vous recevoir sur notre plateau. Merci Monsieur Josué de nous avoir donné cette opportunité de venir au niveau de votre plateau présenter notre livre. Quand on écrit, on a toujours un objectif quelque part. Quelles sont vos motivations donc en écrivant ce livre? Les documents douaniers sont un peu rares. Surtout, il n'y a pas des écrivains, des auteurs, des douaniers qui ont écrit sur la douane. Avec mes étudiants, nous avons toujours des difficultés pour avoir des documents douaniers. Parce que nous formons des gens au niveau de l'ENA, par exemple, nous avons des contrôleurs de douane, des inspecteurs de douane que nous avons formés. Nous avons d'autres que nous les formons ailleurs aussi en transit, transport, logistique, des domaines qui sont liés avec la douane. Mais c'est bien dommage qu'il est très difficile d'avoir des documents pour élaborer les mémoires. J'étais à plusieurs reprises directeur des mémoires de nombreux des étudiants et nous avons eu des difficultés. Moi-même, personnellement, quand j'étais en RDC, je n'ai pas eu de difficulté pour écrire, puisque là-bas, les documents sont à gogo, presque tout le monde qui a écrit. Quand à Libreville aussi, c'était presque la même chose, mais ici, au niveau du Tchad, c'est pas facile de l'avoir. Alors, il y a pas mal de douaniers ailleurs écrivent, mais ici au Tchad, c'est des cas rares. On peut dire que c'est même introuvable. Voilà, donc c'est un plus donc pour notre littérature d'avoir cette documentation. Alors, la douane n'est pas née aujourd'hui, on est tous d'accord. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu brièvement l'évolution depuis les temps immémoriaux là-bas? Oui, justement, la douane a une origine lointaine. Dès l'Antiquité, les gens utilisaient seulement déjà les prérogatives qui étaient à la douane, puisque les empires, les gens d'avant cherchaient toujours à financer le budget des empires. Mais où est-ce qu'il faut trouver les moyens? D'où il faut mettre la douane à l'avant pour en avoir. Alors si nous cherchons aujourd'hui l'origine de la douane, ceux qui ont écrit même trouvent que les origines sont un peu diverses. Il y a certains qui disent que bon, l'origine de la douane est d'origine perse. D'autres encore qui parlent d'origine arabe, surtout les étymologistes. On donne tout récemment en disant que bon, elle est d'origine italienne. Vous voyez, c'est pas facile de connaître exactement l'origine de la douane. Alors nous disons que la douane vient de très très loin, puisque nous parlons que dès l'Antiquité. Alors pendant même les périodes antiques, les gens utilisaient la douane. Jusqu'à nos jours, la douane a eu une évolution. Pas proprement pour notre pays, la douane est entrée avec la colonisation. Toujours à côté des colonisateurs, de celui qui utilisait l'administration, il y a toujours un percepteur des impôts qui est là et qui s'occupait uniquement des affaires douanières. Peut-être plus tard, nous allons voir la partie où nous parlons de l'union douanière équatoriale. Vous voyez, c'est depuis la période coloniale. Et nous sommes arrivés à la période de l'UDEAC, Union douanière économique de l'Afrique centrale. Jusqu'à aujourd'hui, bon, on a fini avec l'UDEAC et on est arrivé maintenant à la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui a vraiment des objectifs, qui a des prérogatives à les faire. On est passé à plusieurs étapes, UDE, Union douanière équatoriale, UDEAC et puis CEMAC. Qu'est-ce qui est donc à l'origine de ces changements
perpétuelle des structures sous-régionales? Bon, si nous voyons des structures en passant de l'UDE, de l'UDEAC à la CEMAC, c'est toujours pour aboutir à des objectifs fondamentaux que la CEMAC et puis nos gouvernants ont l'intention d'arriver. Surtout libre circulation des biens des personnes. Et nous avons cassé à l'intérieur de la CEMAC ce que nous appelons la barrière douanière. Aujourd'hui, quand vous voyagez, bon, physiquement on ne connaît pas, mais surtout pour les mouvements des marchandises, les marchandises n'ont pas de problème. Il suffit seulement d'avoir d'un pays de la CEMAC un certificat d'origine, certificat de libre circulation, et puis les marchandises circulent normalement et régulièrement sans entrave. Alors tout ça, les pays de la CEMAC ont des objectifs. La CEMAC a fourni beaucoup d'efforts dans ce sens. Je pense que même si on n'a pas atteint l'objectif dans bientôt, tout sera réglé. Alors si nous prenons cet objectif principal qui est par exemple la suppression des barrières douanières et aussi un tarif, ce que vous appelez un tarif unique pour les 6 États d'Afrique centrale, c'est des objectifs un peu nobles, mais est-ce qu'à l'heure où nous parlons, 26 ans, disons, après la création de la CEMAC, est-ce que ces objectifs-là seront atteints? Bon, comme nous avons dit tantôt, la CEMAC fournit a fait assez d'efforts. Et surtout, nos gouvernements et les chefs d'État aussi ont vraiment la volonté d'atteindre les objectifs fondamentaux de la CEMAC. Et comme nous avons dit, tout objectif pour l'atteindre, maintenant il faut aller pas à pas. Nous avons commencé par telle institution de l'UDE à l'UDEAC, maintenant de l'UDEAC à la CEMAC. Et les pays de la CEMAC aujourd'hui ont un tarif extérieur commun, c'est-à-dire un tarif qui est entre les pays de la CEMAC à l'égard des pays tiers, c'est-à-dire les autres pays qui ne sont pas membres de la CEMAC. Lorsque les marchandises arrivent au niveau des pays CEMAC, dont nous parlons d'abord, c'est un tarif import, que nous les distinguons un peu des tarifs export, c'est un tarif à l'importation. Et lorsque les marchandises tierces, c'est-à-dire les marchandises qui n'appartiennent pas aux pays membres de la CEMAC, les 6 États, alors doivent payer les droits de douane ainsi que d'autres taxes communautaires. Mais si c'est entre les pays de la CEMAC, tout est déjà exempté, exonéré d'avance, alors il n'y aura même pas de perception à prendre. Les marchandises tchadiennes qui peuvent aller vers le Cameroun ne payent pas les droits de douane ni les autres taxes communautaires, ainsi de suite pour les autres pays membres de la CEMAC. Alors entre les pays de la CEMAC, la barrière tarifaire est déjà cassée. Ok. Je suis à la page 16 de votre ouvrage, je lis, je cite, « À l'instar des autres pays de la sous-région, le Tchad a libéralisé son économie et donc supprimé tous les obstacles aux importations comme aux exportations, notamment les licences import-export et les restrictions quantitatives. » Et la question que nous posons donc est celle-là. Si les obstacles aux imports-exports sont donc supprimés, pourquoi est-ce que la cherté de vie continue à toujours par être accrue dans nos pays? Là, les commerçants prennent comme prétexte que ce sont les taxes et autres là, qui font à ce qu'ils augmentent les prix des choses. Justement, ce que vous avez dit est fondamental. La douane ne fait qu'exécuter la loi du pays, c'est-à-dire la réglementation douanière ou soit ce que l'État prévoit. Par exemple, quand on dit que nous allons défiscaliser tel produit, alors la douane met en exergue ce qu'elle lui donne, le pouvoir exécutif, puisque la douane est une administration de l'État chargée de la perception des droits et taxes sur les marchandises qui entrent et qui sortent. Alors la douane ne peut pas faire autrement. Tout ce qui vient d'en haut, la douane doit mettre ça en exécution. La douane n'invente rien. Mais par rapport au problème de cherté des vies, nous avons constaté qu'au niveau de la douane, bien que les recettes douanières baissent parce qu'il y a eu un problème de défiscalisation de produits alimentaires, surtout des produits de première nécessité. Mais quand vous arrivez au niveau du marché, vous allez trouver les mêmes prix, les mêmes marchandises restent avec les mêmes prix. Alors ça, ce n'est pas l'affaire de la douane. Mais dans l'intention des gens, on dit que toujours les douanes sont chères parce que les droits et taxes, qu'on les paye cher. Mais malgré tout ça, la douane a fait un effort terrible de défiscaliser. Si vous prenez aujourd'hui la farine comme un produit de première nécessité, ne paye pas ce que les gens payaient avant. Mais aujourd'hui, vous arrivez au marché, vous allez trouver les mêmes prix. Vous partez dans les boulangeries, vous achetez les mêmes prix avec un pain, avec les mêmes prix, même quantité.
on doit augmenter un pain de 20 grammes, de tel gramme, et puis on le fait à tel prix. Mais dommage, les gens ne le font pas. Mais la douane a fait quand même de sa part ce qu'on lui a demandé de le faire. Voilà. Alors, dans l'ouvrage, vous employez un certain nombre de notions, peut-être pas faciles à comprendre pour le lecteur profane. Brièvement, peut-être en un ou deux mots, vous pouvez nous donner l'explication. Il y a excédent commercial, déficit commercial, concurrence déloyale, fraude, contrebande. Justement, comme notre livre est intitulé « L'évolution dynamique de la douane au Tchad », vous voyez tout ce que la douane fait, les gens ne voient pas que c'est d'une manière positive. Alors pour nous, c'est de faire savoir à la population que la douane fait un travail sincère. Et c'est ça que l'évolution de la douane est dynamique. Raison pour laquelle nous avons notre document qui parle économiquement de ce qui est difficile, de ce qui est une concurrence loyale ou soit déloyale. Et nous avons donné quelques termes que le public peut-être profane ne peut pas savoir, mais au niveau de notre document, surtout une partie, si vous avez constaté, nous avons mentionné lexique. Ah, un lexique. Lexique. À la fin. Oui, à la fin. Alors, vous allez trouver maintenant tout ce qui est comme définition. Les termes essentiels que les gens utilisent, vous allez les trouver dans ce document. Pas de souci. Alors, en incluant dans ces missions, quand on lit votre ouvrage, la protection du territoire national, la protection de l'environnement, la protection de la propriété intellectuelle, du patrimoine culturel. Est-ce que, en faisant de tout cela, ces missions, la douane n'outrepasse-t-elle pas un petit peu ses limites? Pas du tout. Parce que ça fait partie des prérogatives de la douane. Lorsque nous prenons les missions fondamentales de la douane, nous avons d'abord la mission fiscale de la douane. Là où la douane fait entrer des recettes au niveau des caisses de l'État. Lorsque on entre pour, par exemple, l'État peut budgétiser et la douane doit apporter telle part. Et si la douane n'arrive pas à le faire, la douane n'a pas accompli sa mission fiscale. Alors la douane est obligée de faire ou peut-être de taxer les marchandises qui entrent dans un pays. Et au vu de ça, nous avons constaté que c'est même la mission prioritaire de la douane. Surtout au niveau des pays en voie de développement. La mission fiscale est essentielle. Elle est même prioritaire. Deuxièmement, nous avons la mission économique. Cette mission économique, c'est de protéger les industries locales. Nous n'avons pas assez des industries. Nous avons quelques unités industrielles. Et nos unités industrielles, nous ne pouvons pas les laisser à la merci de ce que nous avons dit, de la concurrence déloyale. Les marchandises qui viennent d'ailleurs et puis à moindre coût. De là, la douane aussi a une autre mission, une mission d'assistance aux autres administrations. C'est ça que nous allons en venir. Alors la douane ne dépasse pas, outre ces prérogatives, comme ce que vous avez dit, ça fait partie des prérogatives de la douane. Parce que le lecteur, quand il voit protection du territoire national, il dit, mais le rôle de l'armée, c'est quoi? Protection de l'environnement, le rôle des eaux et forêts, c'est quoi? Hein, vous voyez? Puisque la douane est en permanence au niveau des frontières, d'où nous l'appelons aussi la police économique. Vu nos porosités des frontières, la douane est là en permanence, elle veille sa nuit au jour. Alors, la raison pour laquelle nous avons, l'administration générale a donné ses prérogatives à la douane. Comme la douane est là tout le temps, la douane peut faire ses travaux par manque même des autres agents qui sont là. Alors, c'est ça les prérogatives qu'on a données à la douane. On peut parler même en quelque sorte comme une mission sociale de la douane. Ok, ça se comprend. Alors, vous dites que la douane dispose des moyens humains pour exercer ses activités. Parce que vous avez cité plusieurs moyens, mais on se focalise sur les moyens humains. On se demande donc pourquoi est-ce qu'elle emploie beaucoup d'agents non immatriculés. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas à la fonction publique directement ces agents-là au lieu de les laisser non immatriculés? Là, la douane a des moyens humains, comme des moyens financiers, moyens matériels et les autres moyens que la douane en dispose. Et là, concernant les agents de douane, nous avons les agents de douane qui sont régis par le statut de la fonction publique. Au niveau de la douane, nous avons des agents
des catégories A, B, C, D. Nous avons les inspecteurs, le corps des inspecteurs, le corps des contrôleurs, le corps des agents de douane, qu'on les nomme de l'autre côté, des agents de constatation, les brigadiers, les officiers de douane. Alors tout ça, mais si vous dites que la douane emploie aussi des gens non immatriculés, pratiquement, je ne vois pas. Peut-être que bon, les gens peuvent qualifier ces gens qu'on les trouve au niveau de la douane en pensant. Mais en toute réalité, même les agents qui étaient avant sous l'État au niveau de la douane, tout récemment avec le budget de l'année passée, on a pu quand même intégrer assez des agents de douane que vous les mentionnez non immatriculés. Ok, d'accord. Alors dans le livre, vous parlez de territoire douanier, de rayon des douanes, c'est quoi? Bon, les rayons des douanes, les territoires douaniers, ce sont des limites. Ce sont des limites où la douane exerce ses prérogatives. Là, c'est des limites de lieux de surveillance spéciale. Ça peut prendre un seul pays ou plusieurs pays? Non, par exemple pour la CEMAC, on peut dire que le territoire de la CEMAC comprend le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Centrafrique, la RCA. Tous ces pays constituent maintenant un seul territoire douanier. Lorsque des marchandises arrivent de quelque part, par exemple de Dubaï, en venant et que la marchandise arrive au niveau du Cameroun, on considère comme la marchandise est déjà au Tchad, puisque c'est déjà dans le territoire de la CEMAC. D'accord. Ce sont des zones de surveillance spéciale où la douane exerce ses prérogatives. Alors, à la page 46 de votre ouvrage, vous écrivez, je cite, « L'article 62 du Code des douanes dispose que les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. » Alors, s'ils sont donc sous une garde spéciale de la loi, est-ce que cette loi qui protège donc les douaniers, est-ce qu'elle est expliquée à la population? Je voudrais aussi demander pourquoi est-ce que la brigade, par exemple, antifraude, hein, c'est celle qu'on connaît, qui pourchasse parfois les fraudeurs en ville et tout ça, est très mal vue hein, par la population. Est-ce que la population sait que ces douaniers sont dans leurs droits? C'est bien dommage que la population tchadienne n'est pas à 100% instruite. Et là aussi, des fois, il est un peu difficile à la population de comprendre les prérogatives réelles de la douane. Sinon, nous avons mentionné quelque part que l'agent de douane est sous la sauvegarde spéciale de la loi. En principe, personne ne peut l'injurier. Personne ne peut le troubler dans l'exercice de ses fonctions. Mais ce que nous trouvons aujourd'hui et que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens trouvent que bon, la douane ne fait pas son travail comme il se doit. Bien sûr, il pourrait avoir quelque part que les gens peuvent constater sur le terrain. Peut-être des dérapages. Oh, oui, peut-être ça aussi. Hein? Mais nous ne pouvons pas quand même les faire souligner dans notre livre, puisque nous parlons de ce qui est positif pour la douane. Et la douane, d'abord, c'est une institution de l'État, une institution qui fait des biens pour la population, mais c'est bien dommage que la population n'a pas encore compris ça. Mais dans ce sens, nous ne pouvons pas dire que la population ne connaît pas ça ou n'a pas compris. Nul n'est censé ignorer la loi, puisque nous avons parlé de l'article. Le législateur a bien mentionné quelque part. Bien, vous écrivez aussi que le même code, dans cette même loi, accorde aux agents le droit d'ouvrir le feu lorsqu'ils sont menacés ou bien lorsque des conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Ça alors, je ne pense pas que j'ai employé ce terme d'ouvrir le feu. C'est un terme très fort, ouvrir le feu. Là, je ne pense pas que je l'ai mentionné quelque part, mais surtout lorsqu'il y a des intransigeants, comme il y a certaines personnes qui ne veulent pas obtemporer à la première réquisition de la douane, alors la douane ne peut pas ouvrir le feu, comme on l'a dit, mais la douane peut le neutraliser, c'est-à-dire peut stopper la personne avec d'autres manières, pour que la personne ne puisse pas aller devant, peut-être les moyens de transport, il faut l'immobiliser, le terme réel que nous allons donner, immobiliser l'engin, ou peut-être faire de telle manière pour que la personne ne soit pas agressive envers la douane. La douane a des techniques
des moyens pour utiliser et puis faire maintenant valoir à cette personne de suivre la réglementation douanière. Et si par exemple des contrebandiers ouvrent le feu sur eux, c'est-à-dire ils tirent sur eux, et ils ne doivent pas riposter? Bon, nous parlons de légitime défense. Légitime défense, là, ce n'est pas seulement qu'au niveau de la douane. Partout, si quelqu'un ouvre sur vous, essayez de chercher de telle manière pour neutraliser la personne. Mais le fait d'ouvrir le feu sur un être humain, c'est un peu difficile. C'est bien. Alors, on lit aussi que les fonctionnaires de la douane ont l'obligation de ne pas se laisser corrompre en recevant des gratifications ou récompenses. Cette loi est-elle observée sur le terrain? Sur le terrain, comme ce que vous avez dit, il pourrait y avoir aussi des dérapages. On utilise ces termes au conditionnel. Mais en toute réalité, l'agent des douanes est soumis aux obligations de la fonction publique. L'agent des douanes, d'abord, avant d'entrer en fonction, doit prêter serment. Et il va avoir maintenant un document qu'on appelle commission d'emploi, signé par les greffiers et contresigné par le DG de la douane. Alors, au nom de la loi, l'agent des douanes ne doit pas accepter la corruption, puisqu'il a d'abord ses droits, son droit comme on le dit, il a aussi ses devoirs. Il accomplit ses devoirs et puis par la suite, maintenant, il réclame son droit. Mais lorsqu'il est venu pour prêter serment, les termes sont clairs pour la prestation de serment. Je dois faire ceci, je dois servir l'État en toute loyauté. Alors c'est ça l'agent des douanes. Si jamais il y a comment on appelle, des violations de ces droits, est-ce qu'il y a des peines qu'il doit encourir? Ah oui, là on doit poursuivre l'agent des douanes comme tout autre agent. La loi est faite pour ça. Il y a des garde-fous. On a mis des garde-fous et puis le législateur a mis aussi à côté. Il y a la prévention, il y a aussi la répression. Si l'agent fait ceci, on doit lui faire cela. Ok. Alors, il y a beaucoup d'usagers qui ne comprennent pas les procédures douanières. Moi, personnellement, même, je ne sais pas trop comment on fait. Parce que, alors, pour ne pas être appelé fraudeur ou contrebandier, qu'est-ce qu'il faut faire pas à pas pour que on soit conforme à la loi du pays? Oui, là, vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Mais dans les normes des choses, vous parlez de la procédure de la douane. D'abord, quand vous prenez la procédure réelle de la douane, c'est-à-dire pour un usager justement, qui veut peut-être aller à l'étranger chercher des choses et puis à son retour, je vais en venir. Alors là, avec les formalités, d'abord nous avons les formalités applicables aux marchandises. Dans ces formalités, nous avons d'abord les formalités préliminaires au dédouanement des marchandises. Et nous avons les formalités de dédouanement proprement dites. Et dans ce sens, il y a des gens qui interviennent. Nous avons les transporteurs. Les transporteurs doivent suivre la route légale. C'est-à-dire la route tracée par le gouvernement pour aboutir à un bureau de douane. Et là, il doit aussi prendre le bureau, il doit venir par le bureau de douane le plus proche. Et dans chaque bureau de douane, avant de l'atteindre, il y a un poste avancé. C'est à partir de là que les gens prennent les documents de la marchandise, accompagnés de la marchandise pour déposer au hall de la douane. Et là, nous avons des magasins, nous avons des aires de dédouanement, là où les gens peuvent déposer leurs marchandises. Et à partir de là, quand nous entrons maintenant dans le vif du sujet, l'intéressé que vous parlez tout à l'heure, le contribuable, celui qui veut aider la douane pour venir par la voie légale, il trouve maintenant des spécialistes qui sont dans le domaine. Par exemple, le commissionnaire en douane agréé, que nous avons l'habitude de l'appeler en termes vulgaires, déclarant ou transitaire. Alors en termes réels, c'est un commissionnaire en douane agréé. Il est immatriculé par la CEMAC. Alors ce monsieur, il a son bureau, il a d'autres activités aussi peut-être accessoires. Alors les gens pourraient venir les trouver, il va les sensibiliser, prendre leurs documents, aller voir la douane, puisque c'est le commissionnaire en douane agréé qui est l'intermédiaire entre l'usager, c'est-à-dire le contribuable, le commerçant, l'opérateur économique et la douane. Il connaît la douane et il est agréé, accepté par la douane, reconnu. Il vient, il établit une déclaration en détail au vu
de la marchandise que l'intéressé lui a dit. Il voit, il apprécie, il vient, il dépose la déclaration à la douane. Et au vu de ça, maintenant, on fait un circuit douanier à l'intérieur jusqu'à l'aboutissement du dédouanement de la marchandise, au paiement des droits et taxes, jusqu'à l'enlèvement de la marchandise. Et là, maintenant, nous trouvons que c'est le commissionnaire en douane qui est au pivot. Alors, le monsieur dont vous parlez, celui qui part pour exporter les marchandises ou importer la marchandise, de préférence, qu'il passe par le commissionnaire en douane agréé, celui qui va maintenant l'orienter, comment faire pour aboutir au paiement et enlèvement de sa marchandise. Ok. Bien, et lorsque l'usager ou alors le commerçant, appelons-le comme ça, choisit de contourner la douane, quelles en sont les conséquences? Là, la loi, c'est la loi. Et la loi douanière ne tolère pas ça. Lorsqu'on prend un usager en contrevenant, ou soit outrepasser le bureau de douane, c'est là où nous parlons souvent d'une forme de la douane que nous appelons la contrebande. C'est-à-dire le fait de passer outre le bureau de douane. Et là, lorsque la personne passe outre le bureau de douane et que les agents de douane les saisissent, la marchandise va être saisie. Et là, maintenant, on applique la réglementation douanière, la loi douanière sur ce point. La marchandise va subir maintenant d'autres conséquences et puis, par la suite, le contentieux douanier peut arriver. Alors, on peut traiter la marchandise suivant la gravité de la faute. Puisque le monsieur a fait la contrebande, on ne sait pas, est-ce que c'est des marchandises prohibées? Par exemple des drogues, d'autres produits nuisibles à la santé de la population, pourquoi la personne n'a pas voulu passer? Et il y a de la contravention, il y a les délits, il y a des crimes dont le code des douanes est clair dessus. Alors les livres ne coûtent pas cher, c'est à la portée, surtout comme j'ai mis pour le public et surtout pour mes étudiants. Alors c'est à 6500. Okay. Mais nous avons les stocks de 100 premiers exemplaires. Les 100 premiers, nous allons les laisser à 5000. Okay. Mais après avoir fini les premiers stocks de 100, les restes maintenant, c'est à 6500. Nous vous remercions donc d'être venu. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi infiniment par votre entremise. Je remercie toute l'équipe de l'émission, surtout de ma mission préférée. Je suis cette mission chaque semaine. Et si je rate cette mission, c'est comme j'ai raté quelque chose de plus crucial pour moi. Chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui, les belles lettres. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Et je rappelle donc que nous avions reçu comme invité M. Moussa Hijab Hassan. Il a écrit un ouvrage qui est paru aux éditions Sao en 2020, intitulé donc « L'évolution dynamique de la douane au Tchad ». Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro et toujours restez en compagnie de programmes de Télé Tchad. Merci.